Attendez, c'est dans l'autre sens. Mais oui, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un portrait vraiment authentique. Avant Galilée, le maître de Kepler, voilà, on y était. Voilà, Tycho Brahe, qui était un observateur à l'œil nu, mais qui avait des instruments qui étaient 10 fois plus précis que ceux de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Mais sans lentilles, puisqu'il est mort en 1601, et la lunette n'a été utilisée en astronomie officiellement qu'à partir de 1610. Tycho Brahe a observé la grande comète qui a fait beaucoup de tort à Aristote en 1577. Sa queue faisait 20 millions de kilomètres dans le ciel. Et il a vu qu'elle n'était pas, contrairement à ce que disait Aristote, dans le monde sublunaire, que ce n'est pas une émanation de la mer éclairée par le Soleil, mais que c'était un astre qui faisait partie du monde supralunaire. Bon, et tout jeune déjà, il avait vu une étoile nouvelle dans le ciel, au sujet de laquelle il a publié un petit traité, l'étoile nouvelle, l'étoile de 1572, dans la constellation bien connue de Cassiopée, qui est autour de l'étoile polaire, qui fait un peu un genre de W. Il a sonné chez des paysans en disant « Mais attendez, moi je vois une étoile de plus, vous la voyez aussi ?» etc. Et Aristote avait affirmé dans le traité du ciel que les étoiles ne peuvent ni naître ni mourir. Ce qui n'est pas une bêtise, parce qu'il s'est dit, on doit poser la question. Et il dit, on a des archives qui viennent des Égyptiens, qui remontent à des milliers d'années, ils notent tout ce qu'ils voient, ils n'ont jamais noté la naissance d'une étoile nouvelle, donc elles ne peuvent ni naître ni mourir. Vous voyez ? Là, il y en a une en 1572, une nova, c'est extrêmement rare. Il y en avait une en 1054 qui a été vue par les Chinois. Les médiévaux n'ont rien vu puisqu'Aristote dit qu'il n'y a rien à voir, qui disparaît ou qui apparaît de nouveau. Donc, il y en aura une seconde, c'est incroyable, en 1604, que va observer Galilée, que va observer Kepler d'ailleurs. Ça, c'est extrêmement curieux, c'est tout à fait contingent. Donc le ciel n'est pas du tout en cristal, sinon les comètes qui viennent de très loin et qui entourent le Soleil et qui repartent très loin, enfin certaines sont périodiques, d'autres sont de passage unique, selon la section conique qu'elles tracent, eh bien, donc elles auraient brisé les cieux de cristal emboîtés, selon l'image très amusante employée par Fontenelle dans l'entretien sur la pluralité des mondes. Où il dit on aurait brisé le ciel en éclats. Bon. Voilà. Donc tout cela est banal, déjà du temps donc, de Descartes. Voilà, les cieux sont liquides. Alors, à ma connaissance, en tant que peut-être historien des sciences, Descartes, avec Galilée et Giordano Bruno, philosophe italien, ce sont les trois seuls, à cette époque-là, qui ont reconnu qu'il y a deux sortes d'astres, des astres qui émettent, enfin, qui ont considéré que toutes les étoiles étaient des soleils ou que notre soleil est une étoile. Alors que Kepler n'admet pas cela. Il considère que ce sont des points brillants extrêmement petits, pas si éloignés que ça de nous. Enfin bon, c'est assez curieux. Voilà. Donc, bien que Descartes ait adopté une conception corpusculaire de la lumière, il interprète la réflexion comme le rebondissement d'une balle élastique au travers d'un filet. Et il a également fait appel à la notion de milieu, car la lumière possède une tendance au mouvement. Il dit qu'elle est comme qu'elle est tremblante, mais se propage de façon instantanée par un intermédiaire immobile. Quant aux lumières qui proviennent des astres jusqu'à nous, comme sont les rayons du soleil, d'après Descartes, je cite, leur force se conserve ou au moins s'augmente de plus en plus à mesure qu'ils s'éloignent du soleil. C'est assez étrange, contrairement au feu d'un flambeau dont les rayons s'affaiblissent à mesure qu'ils s'en éloignent. Plutôt que de s'étendre sur la nature de la lumière, Descartes préfère en énumérer les propriétés. Les voici. Là, c'est vraiment dans le sujet aujourd'hui. Elle, la lumière, s'étend en rond de tous côtés autour des corps qu'on nomme lumineux. Deuxièmement, à toutes sortes de distances. Bon. Troisièmement, en un instant. Bon, ça c'est faux. Et pour l'ordinaire, en ligne droite, au pluriel, qui doivent être prises pour des rayons de lumière. Et cinquièmement, et que plusieurs de ces rayons venant de divers points peuvent s'assembler en un même point, donc convergence des rayons, dans un point brûlant, dans un foyer, ou venant d'un même point et peuvent s'en aller rendre en divers points. Peuvent s'aller rendre en divers points. Bon, fin de citation. Sans pousser plus avant cette longue énumération des propriétés de la lumière, on peut remarquer au passage que Descartes accepte l'idée que la lumière est incapable d'une propagation instantanée. Pardon, elle est capable, excusez-moi, d'une propagation instantanée, c'est-à-dire qu'elle doit posséder une vitesse infinie. Ça, c'est très dommageable, et on sait bien que peu de temps, enfin,
2 générations après la mort de Descartes, on va mesurer la vitesse de la lumière, hein, bien sûr. Voilà, c'est l'astronome danois Olaus Rømer qui va faire cette mesure. Il faut attendre donc ces mesures où l'estimation de la vitesse de la lumière par Rømer, faite en 1676, pour constater qu'elle possède en réalité une vitesse finie, qui s'élève, alors d'après ses calculs à lui, à 215 000 km à la seconde. Cela, c'est encore l'astronomie qui a permis de faire cette évaluation à partir des irrégularités apparentes de la période de Io, du satellite de Jupiter, l'un de ces 4 satellites, découvert par Galilée 60 ans auparavant. Et lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et Jupiter, les éclipses d'Io, le satellite jovien, arrivent environ 10 minutes plus tôt qu'en temps normal. Entre guillemets, en temps normal. Mais quand la Terre est au-delà du Soleil, hein, je dirais en opposition, on dirait en astronomie, ces mêmes éclipses arrivent environ 10 minutes plus tard, parce que la lumière doit encore parcourir la distance augmentée de la longueur du diamètre de l'orbite terrestre. Un petit schéma serait beaucoup plus clair que tout ça. On voit la Terre peut être en conjonction supérieure ou en opposition selon... et là, on voit qu'il y a une immersion ou une émersion du satellite. C'est vrai que ça sera mieux avec ce schéma. Voilà, bon, alors 10 minutes, 20, alors il estimait donc dans son calcul 20 à 22 minutes d'écart. En réalité, il n'est que de 16 minutes. Bon, mais c'est pas mal. L'approximation est bonne pour les moyens de l'époque. Olaus Rømer avait bien compris que lorsque la Terre est le plus loin possible de Jupiter, une fois par an, les occultations des satellites de Jupiter, notamment d'Io, qui sont fréquentes, hein, puisque Io a une période de 1 jour, 77 autour de Jupiter. Hein. Eh bien, voilà, elles sont observées avec un retard mesurable par rapport aux observations faites 6 mois plus tard, lorsque la Terre est plus proche de Jupiter, si vous voulez. La mesure de ce retard donne une bonne estimation de la vitesse de la lumière dans l'éther, car 215 000 km à la seconde, c'est assez proche de la mesure actuelle qui est, vous savez, C est égal à 299 792, alors 458 km par seconde. Bon, on est donc toujours... voilà. Ensuite, nous passerons à Newton, en fait, mais je reviendrai sur Huygens. Voilà la belle période de Newton, hein, un portrait de 1689, avant sa dépression nerveuse de 92. Hein, aïe, ça y est, tout m'échappe, là. Ça y est. Voilà, parce que j'ai parlé de sa dépression, j'aurais pas dû le dire en public. Il est à noter qu'il trouvait qu'il calculait un peu moins vite. Hein, bon. Newton, pour sa part, a développé, donc, comme on sait, une théorie corpusculaire, une théorie de l'émission, comme on dit, de la lumière. Contrairement à Descartes, il ne s'est pas interrogé frontalement sur la nature de la lumière. Il préfère en parler en termes généraux, en considérant, comme il dit, je le cite, abstraitement comme telle ou telle chose propagée par tout chemin en ligne droite à partir de corps lumineux. Voilà. Newton retient l'estimation de la vitesse de la lumière évaluée par Rømer en 1676, donc, car il considère qu'elle s'élève alors à 3 millions de lieues à la minute. Ce qui ne l'empêche pas. Alors, les lieux, il faut voir, il y a les lieux marines, les lieux terrestres, les lieux anglais ne sont pas les lieux français, enfin bon. Bon, je n'ai pas refait le calcul. Là. Ce qui n'empêche pas de considérer pourtant, c'est ça qui est malheureux, si on a le temps, on verra que par rapport à la relativité restreinte, ça c'est une faute, qu'il puisse exister en un même instant, pour tout l'univers, dans l'espace et le temps absolu, eh bien, un même instant. Voilà, c'est assez curieux. Malgré toutes ces précautions de langage, pour éviter de déterminer la nature de la lumière matérielle ou non, Newton n'a pas manqué d'appliquer à l'optique un traitement mécanique, ce qui fit de lui un partisan de la théorie corpusculaire. Newton avait affirmé expressément, je cite, « Je ne m'embarrasse pas des rayons, de la nature des rayons, je n'examine pas s'ils sont matériels ou non, mais je me contente de déterminer les trajectoires des corps qui peuvent être semblables à celles que décrivent des rayons. » Et en fait, souvent, il parle de la lumière et les autres projectiles. Donc, vous voyez, il considère vraiment que ce sont des corpuscules. Hein, voilà. Est-ce que je peux vous demander encore 5 minutes ? Ah bon, donc dans 5 minutes, il faut que je... Bon, je croyais que j'avais 50 minutes, mais bon, je vais abréger. On avait dit 40. Ah bon, oui, mais j'avais demandé 10 minutes. Bon, bah écoutez, bon, donc il y aura une autre... Faites au mieux. Oui, je vais faire au mieux. Là, c'est terrible, 3 siècles en quelques secondes. Il y a eu donc au XVIIe siècle aussi un traité de la lumière de Huygens qui est un disciple de Descartes et qui va développer la première théorie, on pourrait dire, ondulatoire. Christian Huygens, hein, qui travaillait à l'Académie royale des sciences de Paris.
Donc on pourrait dire qu'au XVIIIe siècle, malgré tout, c'est la théorie corpusculaire qui va s'imposer, celle de Newton. C'est très curieux, le grand newtonien Pierre-Simon de Laplace a même pensé à ce qu'on appellerait de nos jours les trous noirs, si je puis dire, mais dans la deuxième édition de son exposition du système du monde, à la fin du XVIIIe siècle, il pensait que s'il y a des corps extrêmement massifs et en même temps très gros, et l'attraction sera telle que les grains de lumière, les corpuscules de lumière ne pourraient pas quitter ces corps, donc on ne les verrait pas. C'est assez étonnant, cette idée. En fait, il s'est trompé, c'est plutôt des corps extrêmement denses et petits. Enfin, bon. Alors, on pourrait dire que le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle de la théorie corpusculaire, et le XIXe va être le siècle, on pourrait dire, de la théorie ondulatoire de la lumière, avec Fresnel et avec les équations de Maxwell. Bon... Oui, et on verra que alors, le grand espoir de la fin du XIXe siècle, on savait que l'on ne pouvait pas mesurer la vitesse de la lumière, la vitesse de la révolution orbitale de la Terre autour du Soleil par des expériences mécaniques. Mais on s'était dit, grâce à l'électromagnétisme de Maxwell, grâce au phénomène optique, si on considère que la lumière, c'est précisément un phénomène ondulatoire, on va pouvoir mesurer la vitesse absolue de la Terre autour du Soleil. Et ce sera le cas de la fameuse expérience de Michelson-Morley, qui va échouer terriblement en 1887. Et ça sera le point de départ, parce qu'on voit que lorsque la Terre s'approche de la lumière d'une étoile, va à la rencontre donc du rayon lumineux, et quand elle s'en éloigne, en fait, on ne peut pas additionner, on ne peut pas trouver la somme, si vous voulez, de la vitesse propre orbitale de la Terre autour du Soleil et la somme, et la vitesse propre de la lumière qu'on connaissait bien, parce que Fizeau avait refait des mesures très précises au XIXe siècle. Donc, le théorème de l'additivité des vitesses, qui était la base de la mécanique galiléo-newtonienne, ne s'appliquait pas. Donc, on a compris qu'il n'y aura aucune expérience de physique qui permettrait de mettre en lumière, si je puis dire, en évidence, la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil, ce qui était très dommageable. Et Einstein va partir précisément de cet échec. Ça sera la base de la théorie de la relativité restreinte. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est donc à partir de 1905, donc dans la troisième étape, il va falloir que je m'arrête dans 2 minutes, la relativité restreinte, et même générale, va élever la vitesse de la lumière à un invariant absolu, et pour sauvegarder l'absoluité de la vitesse de la lumière, on va faire bouger, au contraire, des tas de constantes de la physique classique, comme par exemple la constance de la masse, etc. La masse va devenir variable, le temps va devenir variable aussi, l'espace aussi, et que ce soit dans la relativité restreinte, j'allais dire l'honneur est sauf, l'honneur de toute la mécanique sera reconstruite triomphalement, surtout avec la relativité générale. Et on voit que la relativité générale va considérer que l'espace-temps et l'espace et le temps que Newton considérait comme absolus sont en fait relatifs. Il y a une gravitation de la lumière, en quelque sorte, et qui affecte les propriétés métriques de l'espace-temps, si vous voulez, à peu près à l'instar si vous voulez, l'espace-temps serait comme une trampoline dont la forme est déterminée par le poids de ce que l'on peut poser dessus, et donc se déformerait. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a vérifié, on pensait que tout ça était théorique, je vais m'arrêter bientôt, on a vérifié lors de l'éclipse du Soleil de Sobral au Brésil en 1919. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Oui, ça c'est une photo très récente, mais la photo de l'époque, c'est l'éclipse du 29 mai. C'est extraordinaire. On a vu que les rayons lumineux, donc qui venaient des étoiles qui étaient proches du Soleil, mais Soleil occulté par la Lune, lors de cette éclipse, on a vu que les rayons étaient déviés, les rayons provenant des étoiles fixes, étaient déviés d'un angle prévu par Einstein. Alors, son ami Eddington lui télégraphie depuis le Brésil, dit « Mais c'est extraordinaire, c'est exactement ce que vous avez prévu. » Einstein dit « Heureusement que vous avez trouvé ce résultat. Si vous ne l'aviez pas trouvé, c'est que votre mesure était mal faite. » C'est assez étonnant. Mais en fait, on sait que Einstein, en 1922, en 1905, a publié deux textes. Un texte sur l'électrodynamique des corps en mouvement, c'est la relativité restreinte, et un texte sur les quanta de lumière, c'est-à-dire sur l'effet photoélectrique, pour lequel il va recevoir le prix Nobel d'ailleurs. Eh bien, en fait, ce sont 2 nouvelles pages de la physique, et même une grande nouvelle page de la physique qui va être tournée. Il y aura un peu un abandon, on pourrait dire, avec des guillemets, de la science classique, si vous voulez, au XXe et XXIe siècle. C'est la naissance de la relativité restreinte générale, où il y a une gravitation de la lumière.
Ça, c'est tout à fait nouveau, même si Laplace avait déjà un peu réfléchi à cela. Et aussi à des quantas de lumière. Einstein, qui a développé la théorie des quantas, qui était très opposée à la théorie des quantas, surtout à l'interprétation de Copenhague, eh bien, finalement, a eu l'idée que la lumière était à la fois onde et corpuscule. La lumière, ce sont des grains de lumière, donc des photons. C'est ce qu'Einstein a montré avec l'effet photoélectrique. Et ce sont des grains de lumière qui accompagnent les ondes lumineuses en même temps. Et ce que va faire Niels Bohr au niveau des quantas, c'est que l'électron est peut-être déjà un grain de matière, si on veut, enfin j'exagère un peu, mais il va s'accompagner d'une onde également. Donc il va un peu inverser la démarche d'Einstein. Et voilà donc la réunion dans un dépassement. Mais attention, je sais que c'est très dangereux, surtout en 5 secondes comme ça, de parler d'une onde pour une onde qui accompagne en quelque sorte les électrons. C'est une onde théorique qui permet de calculer une position, mais en fait, ça n'est pas une onde réelle au sens où on pourrait l'entendre dans l'électromagnétisme classique. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Tant pis, j'avais voulu vous parler du paradoxe d'Olbers, mais bon, je ne pourrais pas. Peut-être dans la discussion. Peut-être dans la table ronde. Ou dans la table ronde, peut-être. Où il était question de l'extinction de la lumière, si vous voulez. Voilà. Mais je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Je ne voulais pas liquider l'Antiquité ou le Moyen-Âge, donc... Vous avez raison. D'autres s'en chargent. Alors, j'appelle donc Pierre Bonton. C'est ça, Pierre Bonton. Pour l'intervention sur le thème lumière perfide. Je dis d'avance ce que vous soupçonnez, c'est-à-dire que la pause, dans ces journées-là, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, eh bien, vous allez l'apprendre, la pause est une variable d'ajustement. Elle va bien jouer son rôle. Nous allons vraiment la raccourcir de façon à nous ménager la vraie pause de midi nécessaire à tous et pour ne pas décaler le début de la suite non plus. Donc nous allons faire une très courte pause après l'intervention de Pierre Bonton. Attendez-vous à ce que j'annonce dans les 5 minutes, pas plus. Merci d'avance. Entre 0 et 5. J'ai oublié mon PowerPoint. Ah, mais je vais prendre ça. Merci. Je ne sais pas si mon CRV, mais ça peut mettre utile. Alors, est-ce que vous avez besoin peut-être d'un micro HF, peut-être, si vous vous déplacez? Voilà, peut-être plus sûr. Bonjour. Voilà. Donc, je m'appelle Pierre Bonton. Je suis professeur à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, en retraite. Et je travaillais sur des robots, donc je mettais des caméras, des capteurs sur des robots, des petites voitures. C'est pour vous dire que la lumière m'a beaucoup gêné. Bon, bien sûr... Ah oui, je suis aussi représentant d'une association qui s'appelle Art, Technologie et Sciences, qui est une association récente et à laquelle on essaye d'allier l'art et la science. Donc pour vous dire encore une fois que cette lumière, je la trouve perfide. Et évidemment, comme on est au moment... Comme il a été rappelé tout à l'heure, l'année mondiale de la lumière, ben, c'est peut-être pas bien d'émettre un soupçon critique sur la lumière. Mais bon, je suis un optimiste critique. Voilà. C'est étonnant, non? Bien sûr, tout le monde, plus ou moins, est d'accord pour vanter les effets de la lumière, on l'a vu là tout à l'heure, sur notre monde. Il a été rappelé aussi qu'il y a un mec qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. D'autres disent aussi qu'elle est à l'origine de toute chose. Bien sûr, que serait le cinéma sans elle? Que seraient les grands espaces neigeux du
Québec, où elle se reflète dans des millions de cristaux. Que serait-ce ce paysage aux couleurs multiples? La photosynthèse, l'effet photoélectrique, existerait-il sans la lumière? Je module, je module, je module. Moi, je la trouve et je dis qu'elle est perfide. Bon, c'est bien beau de le dire, mais il faut le montrer maintenant. Hein. Donc je vais développer, si vous voulez bien, même si vous ne voulez pas d'ailleurs, en 3 points. D'abord, comment naît la lumière? La lumière du jour, par exemple. Elle arrive directement de notre étoile préférée, le Soleil. Vous savez comment? Non, eh bien voilà. C'est une fusion nucléaire de noyaux d'hydrogène, dite parfois fusion thermonucléaire. C'est un processus où 2 noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Bon, j'arrête là les explications complexes. Enfin, pour moi. Hein. Cette réaction est à l'œuvre de manière naturelle dans le Soleil et la plupart des étoiles de l'univers. Vous savez qu'il y a 4 forces qui gèrent physiquement l'univers, 2 que l'on appelle force nucléaire faible, l'autre force nucléaire forte, une autre qu'on appelle la force de gravitation. Vous savez peut-être que 2 corps s'attirent suivant la formule suivante. Je vais prendre ça. Il faut que je me gourre. Donc la formule qui est due à Newton, hein, et oui, il faut bien que j'écrive quelques formules quand même, hein, c'est que F est égal à G M1 fois M2 sur la D au carré. M1 et M2, c'est la masse de 2 corps, D c'est la distance. G c'est une constante universelle, il existe toutes sortes de constantes universelles, qui, celle-ci on l'appelle constante de gravitation, mais d'autres qui sont dues à des chercheurs comme la constante de Boltzmann, la constante d'Avogadro, de Faraday, de Planck, etc. Pour vous faire comprendre un petit peu la gravité, c'est un petit peu comme en amour. Hein. On pourrait trouver une formule d'attraction entre 2 êtres. Par exemple, on pourrait dire que la force d'attraction entre 2 êtres, ça pourrait être une constante aussi, qui est due à un indice d'attraction I1 fois I2 sur D2. La constante d'attraction, eh bien, je l'ai calculée et vaut à peu près 3 corps par mois. C'est une moyenne, hein, mais bon, elle est calculée comme ça. Ce qui me donne, après calcul, en gros, 1 millicorps par seconde. Alors, c'est intéressant parce que la force de gravitation, c'est une accélération. Hein. Plus on s'approche des corps, plus la vitesse augmente. D'accord? La force d'amour, c'est une vitesse constante. Hein. Vous voyez un petit peu au cinéma, paf, ça se colle. C'est ennuyeux parce qu'à un moment donné, pour que c'est même quelquefois ralenti. Mais bon, on considère dans cette théorie-là que c'est une vitesse constante. C'est embêtant parce que pour enlever D égale 0 à un moment donné, hein, et pour se séparer, eh ben, il faut qu'il y ait, et ça tout le monde l'a vécu, une attraction, un indice d'attraction de l'individu 1 ou de l'individu 2 valent 0. Ça arrive dans la vie, bien sûr. Donc, voilà. Cette formule, ce n'est qu'un modèle. Hein. C'est important, les modèles, parce que on aime bien, nous, les physiciens, de parler de modèles. Mais ce n'est pas la réalité, les modèles. Hein. Par exemple, un top modèle, ce n'est pas la réalité. On est bien d'accord. Hein.
Donc c'est pareil en physique. Hein. Les modèles ce ne sont pas tout à fait la même chose. Hein. Et la mise en équation, que ce soit celle-ci ou celle-ci, ce ne sont que des modèles. Alors même si on utilise cette formule-là pour envoyer des satellites dans l'espace, encore que, comme c'est un modèle, il faut la rectifier par rapport à la théorie de la relativité. Mais bon, voilà, c'est un modèle. Les scientifiques aussi ont une démarche, mais notre philosophe nous l'a bien montré aussi. Hein. Il en existe plusieurs démarches scientifiques. Celle qui est le plus courante, c'est l'observation. Alors là, c'est embêtant parce que l'observation, ça ne suffit pas. Souvent, on risque de se tromper même, si on ne fait qu'observer. À la limite, peut-être que deux corps qui s'attirent, ils ne s'aiment pas, j'en sais rien, moi. Mais donc, il faut faire une mesure. Et c'est là qu'interviennent les sciences modernes à partir de Galilée, où les ingénieurs ont développé des sciences de la mesure, en particulier, que ce soit du temps, de mesure de l'espace, etc., etc. Donc, il y a l'observation, la mesure, et après, on peut tomber sur un modèle. C'est-à-dire que je suppose que si je fais tomber une pomme par terre, d'accord, si j'arrive à mesurer l'espace, le temps, je pourrais donner une formule de comment ça se passe. Hein. C'est ce qui a été fait, d'ailleurs, que dans le vide, la hauteur ou le temps mis par le temps mis pour que la pomme tombe par terre, je vous donne la formule, hein, c'est racine carrée de 2h sur G. G est toujours la constante de gravitation. H est la hauteur. Ce qui veut dire que si je prends une plume ou 300 tonnes d'un métal, tout ce que vous voulez, si je les lâche en même temps, ils arrivent en même temps au sol. Étonnant, non? Alors, ça, c'est dans le vide. Bien évidemment, sur Terre, on a une atmosphère et on a en particulier les frottements, donc qui exercent une pression, enfin une force qui permet de ralentir la plume par rapport à la tonne de métal. Alors, bon, où est-ce que j'en suis même? Voilà. Alors vous allez me dire que Pierre, tu t'éloignes là, hein, ça va, la gravitation, ça n'a rien à voir avec la lumière. Justement, on verra ça tout à l'heure. Alors quoi de plus chaotique que la fission, qu'elle soit amoureuse ou thermonucléaire? Cette fusion donne aussi naissance à une quatrième force, la force électromagnétique. La lumière est électromagnétique comme d'autres rayons, X, gamma, les rayons hertziens. Ce qui veut dire que la lumière naît du chaos. Alors comment faire confiance à quelque chose qui naît du chaos? Ok, elle nous permet de voir de beaux paysages, mais aussi les champs de bataille. Qu'elle nous permet la vie par des phénomènes de photosynthèse, par exemple, mais elle brûle aussi jusqu'à tout détruire et rendre désertique la plaine la plus luxuriante. Quand je vous dis qu'elle est perfide, elle a deux faces. Ok, le feu dans la cheminée est agréable, mais vous avez vu la gueule des bûches se consumant? Bon, je vous fais grâce de l'explication sur les réactions chimiques. Un collègue chimiste tout à l'heure pour nous en dire plus, qui vont faire naître le feu. D'ailleurs, moi-même, je ne les comprends pas. Pareil avec l'allumette. Vous avez vu sa gueule quand... Je ne vous conseille pas de toucher, hein, même une lampe électrique qui est une ampoule. Hein. Ok, la lumière de votre projecteur de cinéma permet de vous enchanter dans des salles obscures. Oui, des salles obscures pour mieux voir. Étonnant.
pour que vous ne soyez pas distrait, pour mieux vous entraîner dans un tourbillon de manipulation, que dis-je, de manipulation, non, enfin quelquefois aussi de plaisir. Hein. Ok, les projecteurs de la scène théâtrale par exemple, mais ne les regardez pas de trop près. On ne regarde pas le soleil directement, sinon vos cellules oculaires tomberont dans une nuit profonde et peut-être apaisante. Mon deuxième point, c'est de quoi est fait cette lumière. On en a parlé tout à l'heure. De quel modèle nous l'avons affublée? Je dis que je vais essayer de développer ce point-là parce que en science, le doute est toujours de mise. Bon, alors, on a rappelé tout à l'heure, durant l'Antiquité, il y avait 3 modèles. Moi, j'en ai trouvé 2 qui sont le quid et l'eidola. L'un considérait la lumière comme de petits objets alors frappent à l'œil. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Nous dirons des particules ou ce qu'on appelle des photons maintenant, qui sont donc la dénomination moderne, on va dire, de ces petits objets. L'autre considérait qu'un rayon invisible était émis par l'œil en se réfléchissant sur des objets pour revenir sur l'œil. C'est étonnant parce que les télémètres laser, c'est ça en fin de compte. On émet un rayon qui va se réfléchir sur l'objet, que l'on va récupérer sur le télémètre laser et qui nous donnera une information de distance. C'est intéressant parce que dans la recherche que j'ai faite en robotique, on a ces 2 sortes de capteurs. Des capteurs où on reçoit la lumière et un autre capteur qu'on appelle télémètre laser pour se situer dans l'espace et voir s'il y a des objets gênants lorsque nos robots se déplacent. L'autre considérait ce rayon se déplaçait, on l'a dit aussi tout à l'heure, dans une espèce de soupe qu'on appelait l'éther. Et ce fut un peu la bagarre entre ces 2 théories. Naturellement, il y a souvent divergence en science. Et une des plus virulentes fut celle concernant justement la nature de la lumière. Après l'Antiquité, il opposait les partisans d'une nature ondulatoire à la lumière à ceux qui la qualifiaient de corpusculaire. Bon, là, je vais un peu plus vite parce que ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Donc, Newton l'a considérée comme corpusculaire. D'ailleurs, elle fut longtemps considérée comme ça. Elle se déplaçait dans un support l'éther. Et puis, une autre théorie, c'était Huygens, qui la considérait, lui, comme une onde. Donc, pour qu'une onde se déplace, en fin de compte, lorsque vous jetez un caillou dans l'eau, c'est l'eau qui fait déplacer l'onde. Quand je parle, c'est parce qu'il y a des molécules d'air que vous pouvez entendre ce que je dis. Donc, il faut absolument qu'il y ait un milieu qui soutienne cette onde. Et donc, on a considéré que c'était l'éther pendant un certain temps, mais patatras, parce qu'il y a un scientifique qui a prouvé que l'éther n'existait pas. Donc on s'est dit, ben voilà, c'est lui de Broglie et avec Einstein, on dit, ben, elle est à la fois ondulatoire et corpusculaire. Si on veut faire une vision de la chose, c'est un petit peu comme si c'était le surfeur, c'est la particule sur la vague. Voilà. C'est ce modèle que nous retenons aujourd'hui et qui donne satisfaction. Enfin, pour l'instant, il n'a pas été mis en défaut. Donc, vous vous imaginez le Soleil qui émet une onde faite de photons. C'est assez difficile à imaginer et à comprendre. La lumière se déplace très vite, 300 000 km/s, un peu moins. C'est-à-dire que la lumière met environ 8 minutes pour aller du Soleil à la Terre, d'où les 16 minutes de tout à l'heure. Alors, cela dépend de ce qu'une personne veut dire par lumière du Soleil. C'est-à-dire que la lumière, elle n'a pas commencé son voyage à la surface du Soleil. Comme nous l'avons dit, c'est au plus profond du Soleil que la plupart de la lumière naît de la fusion thermonucléaire de noyaux d'hydrogène, etc. Donc les photons prennent un certain temps pour sortir de celui-ci. La lumière, vitesse de la lumière à 300 000 km/s, c'est dans le vide. Donc les photons, ils vont mettre un certain temps pour sortir de celui-ci. Les photons lumineux visibles se déplacent à la vitesse de la lumière selon dans le vide, je viens de le dire. Partout ailleurs, ils sont absorbés et réémis, sont redirigés dans des directions différentes, dispersés, et plus généralement, ils interagissent avec la substance à travers laquelle ils se déplacent.
dans le Soleil, ils interagissent, ils sont envoyés dans une direction complètement aléatoire. Cela signifie qu'après avoir effectué un tout petit déplacement loin de l'atome en fusion qui lui a donné naissance, le deuxième mouvement du photon peut le renvoyer vers son lieu de naissance. Ce déplacement aléatoire est appelé marche de l'ivrogne. Vous voyez, bourré, vous ne marchez pas très droit et vous faites beaucoup plus de pas que pour aller d'un point A à un point B. La lumière, dans le vide, elle va tout droit. Dans le Soleil, elle ne marche pas droit, quoi. Une constatation évidente, il est plus efficace de marcher sobre. Donc, les photons peuvent avoir 4000 ans, voire 1 million d'années et 8 minutes pour venir vers vous. Okay, la lumière est un vestige du passé. Du chaos, que ce soit une fusion thermonucléaire ou du craquement d'une allumette, naît cette matière que l'on nomme lumière. D'ailleurs, est-ce bien une matière? Oui, si on considère qu'un photon a une masse. Non, si on considère qu'un photon est de masse nulle. Alors, ces photons qui surfent sur une onde de 300 000 km/s, environ, ces photons ont-ils une masse? J'en sais rien. À vous de chercher la réponse. Je vais quand même vous aider un petit peu. Einstein propose la formule de l'énergie d'une corpuscule. C'est un objet qui va être terrible. Hein. Si je le mets là, vous voyez, il est plus fort que moi. Hein. Il n'y a pas de suspense parce que je vais le mettre à la poubelle. S'il y en a. Il n'y en a pas. Bon, je vais te cacher, hein, d'accord? Enfin, vous saviez, alors, la formule d'Einstein, c'est... Il suffit peut-être d'un regard comme ça pour dire qu'est-ce que j'ai fait de mon bouchon, moi? Parce que je vais m'en foutre plein les doigts. Hein. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le bouchon avec moi. Mais moi, je vais vous parler de la formule d'Einstein qui est importante. Pourtant, je ne vais pas m'en foutre plein les doigts. Là. Donc, vous voyez le gars, c'est-à-dire moi en l'occurrence, qui cherche le bouchon. OK? Et puis, il va faire une fouille corporelle, même, jusqu'à ce qu'il repère son bouchon dans sa poche. Auquel cas, il est un petit peu moins pressé que de sortir, hein, parce qu'il l'a repéré. Hein. À un moment donné, il va bien le sortir. Ça, c'est intéressant, donc je vais le sortir. La formule d'Einstein est la suivante. Ce n'est pas n'importe quelle formule. C'est une formule subtile. Quand est-ce qu'il va fermer son bouchon, hein? Parce qu'il y a un troisième suspense, hein, jusqu'à ce qu'il le ferme. D'ailleurs, on peut continuer, parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec les bouchons, qui font un bruit infernal. C'est un peu comme quand vous êtes à la bibliothèque et puis que le gars qui est avec son stylo à côté, là, voilà, comme ça. C'est insupportable. S'il n'arrête pas, je sors. Mais il y a des mecs qui mettent le bouchon à l'endroit le plus dangereux de la table. Hot suspense. Qu'est-ce que il y a un peu qu'il soit italien comme ça. Regarde, quand est-ce qu'il va tomber par terre, hein? À un moment donné, il finit bien par tomber par terre. Alors il y a une partie qui dit ah ce coup-ci ça va, mais l'autre partie dit tu vas voir, il va se casser la figure. Hein, donc ça. Et puis vous avez les gars qui sont forts, tout en parlant de la formule d'Einstein, ils font un tour. La formule d'Einstein est la suivante, 2 tours. Chose importante, puisque c'est la formule la plus forte qu'il peut y avoir maintenant, ou la plus intéressante depuis 3 tours. Et puis vous avez les mecs qui tentent de 4 tours, et qui le récupèrent comme ça.
Tout ça pour vous dire que les objets sont quelquefois plus forts que ce que je peux dire. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, vous dire, moi, Pierre en a rien, mais alors, l'histoire de Bouchon, je vous la raconte de A à Z. Hein. Alors, la formule d'Einstein, c'était E égale mc2. Et voilà. Donc, si on se contente de cette formule-là, ça ne va pas parce qu'un photon a obligatoirement une masse. OK ? Mais, ce qu'on oublie de dire, c'est que la formule ne s'arrête pas là. La formule qu'il a proposée, c'est plus P2C au carré. Voilà. Et petit p, c'est un terme qui est une quantité du mouvement de la particule dont on calcule l'énergie. OK ? Donc, si on considère que le photon est à l'arrêt P égale 0, il n'y a pas d'énergie. Si on considère qu'il est en mouvement, il peut avoir cette énergie-là, et plus celle-ci, s'il a une masse qui n'est pas nulle. Alors, les gens se sont dit, certains physiciens, et on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on a un objet, une étoile de masse, pour l'interrogation, si on a un rayon lumineux qui arrive, qui se termine en ligne droite, on a constaté qu'il était dévié par cet objet-là. Donc, il fait comme ceci. Okay. Il est dévié. Il est dévié parce qu'il est attiré par cette masse-là. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, la gravitation. Si le photon a une masse, et bien ça explique qu'il soit dévié. Et on en était resté là un petit peu. Mais heureusement, la théorie d'Einstein, et on nous l'a montré tout à l'heure sur l'histoire de l'espace-temps, ce n'est pas parce que le photon a une masse qu'il est dévié, mais c'est grâce à une autre théorie. Malgré tout, il y a certains physiciens qui ont réussi à mesurer la masse d'un photon qui est de, en gros, 10 puissance moins 50. C'est-à-dire 0,50 et 1. C'est-à-dire c'est quasiment nul. Mais c'est pas nul. Donc vous voyez que la lumière, il faut se méfier, hein. Elle est capricieuse des fois. La lumière est donc aussi une onde. Hein. C'est caressant, une onde comme le claboutis qui vient vous lécher votre corps sur la plage, ou comme lorsque vous écoutez votre musique préférée, mais c'est dangereux pour vos oreilles, à 160 dB pour un avion, 140 dB pour un orchestre. La limite de nocivité est de 90 dB. L'onde est aussi destructive lors d'un tsunami. Les photons impressionnent les pellicules photo ou votre capteur numérique pour votre plus grand bonheur. Et gardez vos souvenirs, mais ils peuvent aussi être des projectiles dangereux comme une balle de fusil. Ondulatoire et corpusculaire. Si vous la considérez comme ondulatoire, elle excite vos capteurs visuels pour vous faire croire qu'elle est colorée. C'est un leurre. La couleur n'existe pas. C'est nous. Et notre évolution qui interpréteront les ondes électromagnétiques comme des couleurs. Oui, je sais, ça fout un coup quand on dit que la couleur n'existe pas. Hein. Alors nous estimons que les capteurs sensibles de certaines ondes, donc les cônes en l'occurrence, nous les avons développés au cours de notre évolution. Ceci a eu lieu peut-être au moment de notre période cueilleur pour distinguer les fruits mûrs des feuilles. Il existe 3 sortes de cônes, sensibles aux longueurs d'onde courtes, aux longueurs d'onde moyennes, aux longueurs d'onde longues, et dans le spectre du visible. Donc, on les a appelés, ce que nous avons appelé rouge, vert et bleu. Notre cerveau, en combinant les intensités des ondes qui arrivent par ces 3 sortes de capteurs, nous permet d'interpréter toutes les couleurs. C'est Maxwell qui l'a montré. Sauf, il y a des maladies comme le daltonisme. Dans ces conditions, on n'est pas pareil. Et certains peintres, comme Turner, en étaient plus ou moins atteints et leur peinture en est le reflet. Mais ce n'est pas tout. On parle aussi de systèmes additifs des couleurs et des systèmes soustractifs des couleurs. Dans les systèmes additifs, c'est le rouge, le vert, bleu, les couleurs primaires. Dans les systèmes soustractifs, où là, c'est inversé par rapport au système additif, c'est le cyan, le magenta et le jaune qui sont les couleurs fondamentales.
Bon, vous voyez bien que la lumière n'est pas facile à apprivoiser. Surtout que la couleur, c'est seulement dans notre tête. Cette lumière qui naît du chaos, elle est ronde des photons, à la fois caressante et brûlante. N'est-elle pas perfide, traîtresse? Mais ce n'est pas tout. Dans l'interaction lumière-matière, ce sera mon troisième point. Vous croyez que tout est bisounours? Ces fameux photons qui bombardent la matière. Moi, je suis un atome, tranquille, avec mes petits électrons qui tournent autour de moi. J'ai rien demandé à personne. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a un photon qui vient me bombarder. Paf! C'est gênant quand même de recevoir un coup. Hein. C'est non seulement un coup, mais c'est en plus une onde. Hein. Qu'est-ce que fait ma périphérie qui est faite d'électrons? Eh bien, il y a un électron qui va soit s'éjecter, effet photoélectrique, soit aller sur une autre couche, parce qu'il faut imaginer les électrons qui tournent autour du noyau, hein, aller sur une autre couche, et quand, à un moment donné, il va redescendre sur une couche inférieure, et puis émettre à lui-même un autre photon, qui sera peut-être de longueur d'onde différente. Bien sûr, on peut les apprivoiser, les photons, pour fournir à la fait électricité à travers des panneaux photosolaires. Bon, oui, hein, je ne suis pas complètement pessimiste hein, concernant votre copine lumière. Hein. Mais quand même, vous avez vu la gueule de vos murs? Quand vous enlevez une vieille affiche, sous l'affiche, qu'est-ce qu'il y a? C'est la couleur que vous avez choisie au bout de discussions et d'hésitations envoûtantes avec votre ami ou avec vous-même. Ce n'est plus celle de vos murs. Ces photons, pernicieusement, ont changé cette couleur pour la rendre fade et sans que vous en aperceviez, sans que vous en rendiez compte. Étonnant, non? Lumière perfide. Tu m'éblouis ou tu m'aveugles. Tu es la vie et la mort en même temps. Je me cache dans des coins d'ombre pour mieux te contempler, comme dans les architectures japonaises. Mais aussi, je me protège, comme les silences en musique ou au théâtre, ou encore comme des suspensions, des arrêts en danse. Ombre et lumière, silence et son, arrêt et mouvement, qui contemple l'autre? Le silence ou la parole? Il n'existe pas l'un sans l'autre. Laissons la place à l'ombre, au silence, à la suspension dans l'envol. Ne suis-je pas plus intéressant quand je me tais? Vous venez vers moi. Lumière, je t'aime et je te déteste. Lumière perfide. Merci. Merci beaucoup. Donc la variable d'ajustement joue son rôle et pour ne pas perdre plus de 20 minutes par rapport au début qui a été effectivement retardé, alors je vous propose de faire une pause de 0 minute. Merci, nous revoilà. Sinon on n'y arrivera pas, navré. Et donc j'appelle tout de suite Raphaël Clair pour qu'il me rejoigne à la table. Bonjour. Donc vous êtes enseignant-chercheur à Jean Monnet et à l'Institut d'optique. Et à l'Institut d'optique. Parfait. Il en faut. Voilà. Mettez-vous là pour, ou comme vous voulez. Vous voulez que j'actionne, vous actionnez C'est que j'ai deux mains. Si vous me faites un top, je peux actionner pour vous. Je vais actionner. Bonjour à tous. Donc, merci pour l'introduction. Je m'appelle Raphaël Clair. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Jean Monnet et à l'Institut d'optique Graduate School. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la lumière au cœur de la science et de la technologie contemporaine. Donc, je remercie déjà de
pour l'organisation de ce colloque intéressant et puis de m'avoir invité à parler. Je suis assez peu habitué à ce dialogue art et sciences. Donc j'ai bien compris que ce n'est pas une présentation scientifique qui s'adresse à des scientifiques, donc j'ai essayé d'organiser mon discours en fonction de ça. Donc j'ai organisé mon exposé suivant le plan suivant. Premièrement, je vais reprendre un petit peu dans la continuité des précédents exposés, m'attacher à démontrer que la lumière a joué un grand rôle dans l'histoire de la physique. D'accord. Je n'ai pas acquis la certitude qu'elle est au cœur de toutes les découvertes, mais en tout cas elle est au cœur de beaucoup de découvertes, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça, c'est un exposé relativement classique que je pense qu'on va entendre souvent dans le cadre de l'année de la lumière. Je parlerai aussi quelques mots sur le rôle important que joue la lumière dans le développement technologique aujourd'hui. J'ai la double casquette physicien et ingénieur. Ça permet de regarder un peu les deux aspects du problème. Je ne m'étendrai pas trop non plus sur cet aspect-là. Et puis, pour contribuer un petit peu à ce dialogue art-science et puis à la table ronde qui aura cet après-midi, je vous proposerai une interprétation personnelle, je précise bien, du rôle clé joué par la lumière dans le développement des sciences, et qui m'amènera à une conclusion sur les difficultés qui existent, qu'on peut trouver dans le dialogue art et sciences. Voilà. Alors, la lumière a joué un rôle dans l'histoire de la physique. On a déjà eu un magnifique exposé. On va retrouver les mêmes images et les mêmes idées, forcément. Alors, j'ai pris le choix de simplifier un petit peu le discours. Je m'en excuse. Il y aura des imprécisions et des inexactitudes, forcément, dans ce travail-là. Mais c'est un peu indispensable pour qu'on arrive à suivre l'ensemble. Donc la lumière a d'abord été un sujet d'étude, bien sûr, pour la physique, on comprend. Donc dès le tout début, donc je ne me suis pas attaché à l'Antiquité ou à l'époque médiévale, je suis allé directement sur les physiciens modernes, avec un Newton qui est souvent considéré comme un des pères de la physique contemporaine, et donc la théorie corpusculaire qu'il a mise en place. Alors à l'époque, on s'intéressait au phénomène de réfraction beaucoup, c'est-à-dire à la déviation de trajectoire des rayons lumineux. Il y avait donc également quelque chose d'assez amusant qui est ce cristal un peu particulier ici, l'espace d'Islande, qui donne lieu au phénomène de double réfraction, d'accord, assez courant. On voit sur l'image ici que vous voyez l'image qui est à travers ce cristal, c'est flou. En fait, vous avez deux images qui sont superposées. C'est un cristal assez connu et assez ancien qui a pas mal inspiré donc les physiciens déjà à cette époque-là. Et donc, il y avait déjà débat à l'époque sur le fait que est-ce que la lumière est une particule et la lumière est une onde. À cette période-là, c'est Newton qui a imposé un peu sa vision, compte tenu déjà du personnage et puis de son prestige, sur une théorie corpusculaire de la lumière. Et c'est amusant de remarquer que cette théorie corpusculaire était directement inspirée de ses travaux sur la mécanique, d'accord, puisque Newton est quand même le père de la mécanique classique contemporaine. Et donc il a une vision, une inspiration sur ces particules comme se déplaçant selon des lois de la mécanique. Il s'est pas mal intéressé aussi au phénomène donc, de dispersion à travers un prisme qui permet de séparer donc, le spectre de la lumière. Et il a obtenu une conclusion intéressante, s'intéresser aux couleurs, et il a démontré que la couleur est dans la lumière et non dans le vert, ce qui était une conclusion pas évidente pour l'époque. Alors toujours dans l'idée que la lumière était un objet d'étude pendant longtemps, bien sûr après il y a eu les théories ondulatoires de la lumière, donc là on passe au XIXe siècle. Aussi bien donc l'anglais Thomas Young ou le français Augustin Fresnel ont mis en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Alors ce qui est amusant, c'est que il y avait assez peu d'époque entre les deux parties, assez peu de communication, puisque donc les travaux disons, du jeune Fresnel sont à la fin des guerres napoléoniennes, donc il ignorait tout en fait de ce qui se faisait en Angleterre à l'époque, donc et notamment des conclusions de Thomas Young. Et puis en étudiant un petit peu ça pour préparer cet exposé, donc eux ont vraiment réalisé des mesures qui permettaient de voir le caractère ondulatoire de la lumière de manière, je dirais, claire, donc aussi bien les fentes de Young que la diffraction par un fil fin asymétrique de Fresnel. Et j'ai été surpris de constater en fait que la mesure qu'a effectuée donc le jeune Fresnel pour arriver à cette conclusion-là ne nécessite pas de technologie particulière, il faut juste avoir un fil très très fin et beaucoup de patience et un très bon œil.
pour pouvoir observer finalement ce phénomène de diffraction. Je m'étais attendu à ce que déjà il fallait une mécanique de précision pour aller voir ces phénomènes qui nécessitent quand même de la précision, mais en fait non. Voilà. Donc la lumière a été un objet d'étude en soi, mais après elle a aussi accompagné, et c'est ça qui est intéressant, je dirais, elle a été un peu par hasard la cause de tous les progrès, les bouleversements qu'il y a eu dans la découverte de la physique. Donc en 1900, donc Planck, après de nombreuses années d'études, propose une explication au phénomène de la loi du corps noir. Donc, qu'est-ce que c'est que le corps noir? Je ne veux pas essayer d'expliquer, ce serait trop complexe, mais disons, voici quelques exemples de corps noirs courants, c'est-à-dire de corps portés à une température très très chaude et qui vont émettre un rayonnement qui a à peu près un spectre toujours le même, quelle que soit la matière qu'on regarde, que ce soit le soleil ou une ampoule. Alors bien sûr, c'est en fonction de la température, mais fonction de la température uniquement. Et c'est donc en étudiant ce phénomène qu'on va dire qui relève peut-être plus de la chaleur et de la thermodynamique que Planck arrive à la conclusion d'une probable, possible nature corpusculaire de la lumière, conclusion qui, lui, ne lui plaisait pas beaucoup, mais à laquelle il était contraint d'arriver. Et cette hypothèse, le jeune Einstein en 1905 s'en empare et propose donc une manière très audacieuse pour l'époque, une interprétation de l'effet photoélectrique, qui lui a valu après coup le prix Nobel. Et donc tout ça, c'est le démarrage de la mécanique quantique, de la physique qui va permettre d'expliquer l'infiniment petit. Et donc on s'aperçoit là encore que la lumière a été le déclencheur finalement de cette compréhension qui ensuite va donner lieu à la compréhension de l'atome et de la matière. Alors, c'est vrai pour la mécanique quantique, on va dire pour faire simple, qui est la physique de l'infiniment petit. C'est vrai aussi pour la physique des astres et de l'infiniment grand, qui est la relativité. Donc, ça a déjà été évoqué. On s'aperçoit très vite, aussi bien Poincaré que Einstein, que les équations qui décrivent la théorie ondulatoire de la lumière, donc les équations de Maxwell, sont invariantes suivant la transformation de Lorentz. Alors qu'inversement, les équations qui décrivent la mécanique classique, galiléenne, newtonienne, ne sont pas invariantes par la transformation de Lorentz. Donc là, il y a un mystère un peu théorique à résoudre, et on s'aperçoit que ce mystère porte justement sur l'existence de la vitesse de la lumière. Tout ça corrélé avec l'expérience de Michelson qui a été évoquée, conduit en fait à la naissance de la relativité restreinte, puis de la relativité générale. Donc la lumière est à la base des découvertes de la mécanique quantique, est à la base de la découverte de la relativité également. Donc c'est assez remarquable. Et puis si on va même un petit peu plus loin, le mariage de ces deux théories ne s'est pas fait facilement. Le mariage de la mécanique quantique, donc on va dire la physique de l'électron et de l'atome, et puis de la relativité, a nécessité pas mal d'efforts. D'abord pour prendre conscience du problème, puisqu'il y a eu des premières tentatives qui avaient donné satisfaction pour marier la mécanique quantique et la relativité. Finalement, donc, c'est Paul Dirac, le physicien anglais, qui a commencé à creuser un petit peu cet aspect-là pour mieux décrire finalement comment se font les processus d'émission et d'absorption des photons dans la matière. Et ce formalisme qu'on pensait satisfaisant s'est révélé que bien plus tard avoir quelques faiblesses importantes finalement, dans lesquelles se sont impliqués les physiciens donc du XXe siècle, notamment Richard Feynman, pour remettre de l'ordre dans cette théorie-là. Ça a pris beaucoup de temps, finalement, par rapport aux travaux initiaux de la mécanique quantique. Ça a donné naissance à une théorie qui s'appelle l'électrodynamique quantique. Et cette théorie explique non seulement donc, les photons, mais également toute la physique des particules et le modèle standard. Donc en fait, c'est finalement ces paradoxes qui sont autour de bien comprendre et de bien marier la physique de l'infiniment petit et la physique de l'infiniment grand, pour simplifier, eh bien, ont été très féconds, je dirais, dans le domaine de la physique, jusqu'à expliquer finalement la structure des particules et de la matière. Alors, autre chose que je tenais à préciser, parce que c'est assez révélateur aussi, donc la lumière est aussi un instrument fantastique pour aller observer le cosmos, donc on l'a vu avec les lunettes, etc. Mais il y a eu quelque chose d'assez phénoménal qui s'est produit dans les années 60,
c'est donc deux astronomes qui étudiaient donc le rayonnement donc, radio, fréquence radio qui provenait de l'espace, se sont rendus compte qu'il y avait un bruit de fond dans ce rayonnement. Et donc ils ont étudié plus en détail parce que c'était un peu la limite de résolution de leurs instruments. Et ils se sont rendus compte ensuite que c'était parfaitement cohérent avec d'autres théories. Et en fait, ce bruit de fond n'est que l'écho de la lumière émise pendant la création de l'univers, pendant le Big Bang. Et cette lumière, elle continue à exister et à tourner dans l'univers. Et donc, en mesurant donc, la présence de ce rayonnement, qu'on appelle le langage courant, on appelle ça le rayonnement fossile, mais en langage scientifique, on appelle ça le fond diffus cosmologique, eh bien, on apprend plein d'informations intéressantes sur l'origine du monde et l'origine de l'univers. Donc, un des cosmologues, enfin, un des physiciens, astrophysiciens qui avait étudié ça en premier, a eu cette formule qui est assez jolie, qu'on évoque souvent quand on parle de ce sujet, qui a dit que donc le rayonnement fossile était un pâle écho disparu de la formation des mondes. Donc cette lumière, donc là c'est une lumière radio, mais qu'on reçoit nous maintenant, est un souvenir de ce qu'a été la formation de l'univers. Donc la lumière est aussi très importante dans le domaine donc, de l'étude de l'origine du monde. Et puis donc autre aspect un peu amusant que je voulais citer, donc il a été mentionné le fait qu'Albert Einstein est à la fois le père fondateur de la mécanique quantique et aussi un de ses plus grands critiques. Et non pas sur la validité des équations qu'elles contiennent, mais plutôt sur l'interprétation qu'on peut en faire. Il a proposé en 1935, avec des collègues de Princeton, un paradoxe, c'est-à-dire une expérience difficile à réaliser, mais qui, d'après lui, donnait lieu à des conclusions qui étaient aberrantes. D'accord ? Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on puisse trouver le moyen pour réaliser la manip, pour démontrer si cette expérience-là allait donner lieu aux résultats que prédisait la mécanique quantique, ou si au contraire, effectivement, il y avait bien un paradoxe qui nécessitait peut-être de revisiter cette théorie-là. Et donc, ce que je voulais simplement mentionner sans rentrer dans les détails, parce que c'est assez complexe, c'est que c'est bien une manip d'optique pure, d'accord, qui a permis effectivement de trancher ce débat. Donc, ce sont les expériences d'aspect. Et finalement, là encore, c'est la lumière qui a permis cette avancée sur l'interprétation et la compréhension vraiment du sens profond de la matière, quoi. Ouais. Ça continue. Voilà, donc ce petit exposé vous montre finalement que dans le domaine de la physique, aussi bien au XVIIe siècle qu'au XXe siècle, la lumière a toujours été au cœur des progrès qui ont été effectués et des questions que les physiciens sont pensés, ce qui montre bien que la lumière joue un rôle tout particulier dans ce domaine. Alors, je veux simplement aussi mentionner le fait que dans le domaine aujourd'hui, je dirais de l'ingénierie, on atteint un petit peu l'âge d'or des technologies de la lumière, qui permettent tout un tas d'innovations intéressantes. Donc ceci était un document qu'on peut trouver qui illustre les réflexions qui ont été faites par les experts de la Commission européenne qui ont nommé les technologies de la lumière comme étant une technologie clé pour le XXIe siècle, d'accord ? Et donc, il liste un certain nombre d'aspects dans lesquels la lumière va apporter beaucoup de choses. Donc, d'abord, bien sûr, tout ce qui est dans le domaine de la découpe et de l'usinage laser, tout ce qui est dans le domaine de la vision artificielle, tout ce qui est dans le domaine de la santé, du médical, notamment le diagnostic. Donc là, le dessin illustre l'optique ophtalmique, d'accord ? Tout ce qui est dans le domaine des télécommunications optiques, hein. Le domaine des technologies de l'information en général. Donc là, l'exemple, c'est le laserdisc. L'éclairage, les écrans plats, l'énergie solaire, la défense et plus généralement les systèmes optiques pour la conception d'instruments optiques, quoi. Donc tous ces domaines-là vont bénéficier évidemment du développement des technologies optiques. Alors je ne peux pas tous les illustrer. En réalité, ils bénéficient aussi du fait que d'autres technologies ont atteint une certaine maturité, l'électronique, la mécanique, et ça permet tout ça de mieux exploiter bien ce qu'on sait faire au niveau de la lumière. Alors, quelques exemples. J'ai pris des exemples dans le domaine de l'automobile, parce que ce n'est pas là où on s'attend le plus à trouver la lumière. Voilà. Dans le domaine de l'automobile, on pense plutôt à la mécanique,
au moteur thermique. Et en fait, il y a énormément d'innovations qui vont arriver dans le domaine automobile, qui existent déjà pour la plupart. Bien sûr, on pense au domaine de l'éclairage, des phares. Mais aujourd'hui, je dirais le nec plus ultra, ce sont des phares non pas seulement à LED, mais des phares laser qui permettent d'éclairer loin et avec une très bonne directivité sans gêner les gens qui sont sur la route d'en face. Après, on parle beaucoup de pare-brise intelligents ou d'écrans tête haute, c'est-à-dire pour ne pas avoir besoin de regarder le tableau de bord pour pouvoir avoir l'information. Donc voici un exemple où non seulement les informations sont projetées sur le pare-brise, alors en vrai il faudra plutôt mettre un écran transparent plutôt que sur le pare-brise parce que du point de vue optique c'est un peu délicat, mais qui va aussi donc interpréter finalement ce qui se passe sur la route et donner des informations pertinentes. Donc on est un peu dans le domaine de la réalité augmentée à ce niveau-là. Une autre innovation qui va être très intéressante, on ne voit pas très bien sur cette photo, mais en fait on va pouvoir intégrer des dispositifs de vision nocturne. Donc en fait on aura à la fois ce que nous on voit en conduisant de nuit, mais également une vision par exemple infrarouge qui permettra de détecter plus facilement des corps chauds qui seraient sur la route, comme par exemple des animaux ou des personnes. Et bien d'autres innovations, donc j'ai listé détecteur d'angle mort, aide au parking, caméra de recul, système de détection automatique des piétons, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut réaliser grâce à la maîtrise de la technologie de la lumière. Et puis un autre exemple qui est important, parce que là on parle de la production d'énergie et on sait ce que ça implique du point de vue de l'écologie, de l'environnement. On oublie trop souvent qu'il y a un énorme gisement d'énergie renouvelable dans le domaine de l'énergie solaire. Et là encore, il y a d'énormes progrès dans ces domaines dans le monde, aussi bien au niveau du photovoltaïque. Donc là, je vous ai représenté le top du top en matière de panneaux photovoltaïques. Ce sont ce qu'on appelle les photovoltaïques à concentration. Donc ce sont des systèmes qui vont faire du tracking, c'est-à-dire qui vont se tourner pour pouvoir suivre l'orientation du soleil, qui vont exploiter au mieux une grande partie du spectre solaire. Donc on arrive à des rendements de conversion, c'est-à-dire entre la puissance lumineuse et la puissance électrique de 40%, ce qui est tout à fait spectaculaire, et qui nécessite également quand même, c'est ce que vous voyez sur la photo, des lentilles de Fresnel, des systèmes optiques pour pouvoir faire converger le rayonnement solaire sur le point où se fait la conversion photoélectrique. Donc là, on a une Rolls-Royce du domaine du photovoltaïque et qui permet donc des conversions très efficaces d'énergie solaire en énergie électrique. Et puis un autre domaine qui est assez peu connu du grand public, qui est le solaire thermodynamique. Donc vous voyez ici des photos tirées de la plus grande centrale solaire thermodynamique d'Europe qui est située en Espagne. En fait, on utilise des grands miroirs cylindro-paraboliques pour faire converger le rayonnement solaire sur une partie centrale dans laquelle circule un fluide chaud. Donc ce fluide est chauffé et ensuite on utilise la chaleur de ce tube pour activer une turbine et donc pour fabriquer de l'énergie électrique. Alors ce sont des systèmes qui sont encore pour l'instant assez coûteux quand on compare à d'autres sources de production d'électricité. Mais celui-là par rapport au photovoltaïque a l'avantage qu'il peut produire de l'énergie électrique même de nuit, puisqu'en fait le corps qu'on va chauffer va rester chaud même quand il n'y aura plus d'énergie solaire et donc va pouvoir contribuer à produire de l'énergie électrique à la différence du photovoltaïque même de nuit. Donc ce sont des centrales assez expérimentales. On les utilise pour produire de l'énergie, mais elles sont surtout développées dans les pays où il y a beaucoup de soleil, donc Italie, Espagne et États-Unis. Mais à mon avis, compte tenu du fait que le coût de production d'énergie va augmenter, sont promis un grand avenir. Voilà, donc j'ai terminé mon panorama de manière assez synthétique pour vous montrer l'importance de la lumière dans le domaine de la physique, l'importance de la lumière aujourd'hui dans le domaine de la technologie. Je vais essayer de répondre, sans avoir vraiment bien plus réfléchi que ça, hein, mais pourquoi finalement, comment on peut expliquer ce succès? Alors, le rôle clé joué pour la lumière, pourquoi? Alors bien sûr, ce serait prétentieux de n'y voir qu'une seule explication, qu'une seule raison. Il y a sans doute beaucoup d'explications, je vais en citer quelques-unes. Bien sûr, la maîtrise de la lumière apporte d'incroyables potentialités technologiques, c'est quelque chose qui peut motiver un certain nombre de gens. Mais je sais par expérience que c'est pas autant qu'on le croit, c'est-à-dire que même les plus brillants technologues et ingénieurs ne sont pas forcément des technophiles, d'accord ? Bien sûr, la fascination pour le débat dualité onde-corpuscule, dont on voit qu'il remonte jusqu'à l'époque de Newton, hein,
Et puis toutes ces implications épistémologiques là attirent pas mal d'esprits curieux et passionnent un certain nombre, même encore d'étudiants en physique. Hein. Et puis la lumière qui joue ce rôle clé pour comprendre et observer l'univers, autre domaine de fascination. Hein. Et puis sans doute beaucoup d'autres explications que je ne peux pas citer. Mais la thèse que je voudrais avancer, elle est assez banale, mais c'est que la lumière est proche de nous, elle nous questionne, elle nous fascine et elle nous émeut. D'accord ? Alors, voici quelques photos, par exemple. Je suis aussi un photographe amateur à mes heures. Donc, les rayons du soleil, l'éclairage, le reflet. Donc là, ce bâtiment-là, sur lequel vous voyez le reflet, c'est mon bureau. Le coucher de soleil. L'arc-en-ciel, alors cette photo elle n'est pas de moi, j'ai dû la piller parce que je n'ai pas fait de photo d'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel, par exemple, est un domaine qui a suscité des études de physique depuis la nuit des temps, assez complexe, assez poussé. Et puis une photo que j'ai volée donc, à Alain Blanc, ici présent, sur l'aurore boréale. Donc tout ça pour illustrer finalement une thèse personnelle qui est que finalement les scientifiques ne peuvent pas rester indifférents à la beauté de la lumière, et que c'est cette émotion-là qui les amène à s'interroger, à se questionner et à vouloir chercher à la comprendre. Alors c'est une idée vraiment banale, mais un autre aspect que je voudrais développer et qui, je pense, sera débattu aussi cet après-midi, c'est qu'elle est pourtant un peu taboue pour les scientifiques. Les scientifiques qui s'intéressent donc à la physique en particulier vous parleront peu volontiers du fait que de l'émotion qu'ils vont ressentir en étudiant la lumière. Ils vont vous parler volontiers de la curiosité que ça suscite, mais peu de l'aspect émotionnel. Alors pourquoi ? Donc le ressenti, un tabou pour les scientifiques. Eh bien parce qu'il y a une espèce de conflit entre ce que j'appellerais une éthique scientifique, notre code de l'honneur, et puis la démarche qui consiste à parler de soi et à parler de ce qu'on ressent. Alors dans le travail scientifique, l'individu se met volontairement en retrait, d'accord, au service de la rigueur et de la raison, c'est quand même son travail. Et une chose très importante, c'est qu'il doit éviter toute forme de spéculation et toute forme d'opinion, d'accord ? Et c'est pour ça que les scientifiques sont très réticents à parler de science quand il ne s'agit pas exactement de l'étroit domaine sur lequel ils travaillent, d'accord ? Parce qu'ils risquent de faire ce que j'ai peut-être fait aujourd'hui, c'est-à-dire de commettre des erreurs, et ça, c'est pas dans leur code. Et ensuite, les scientifiques se doivent de faire preuve d'humilité. Alors, je précise bien, je ne dis pas que les scientifiques sont tous humbles. Hein, cette humilité n'est pas toujours sincère, mais en tout cas, nous nous devons d'adopter cette démarche-là. Alors voici deux citations qui sont un peu qui illustrent ça de nos anciens. Hein. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Donc ça, c'est la fameuse citation de Blaise Pascal qui montre que le scientifique se sent tout petit par rapport à ce qu'il découvre et à ce qu'il comprend de l'univers. Et puis cette maxime attribuée à Socrate, qui nous revient en tête tous les jours, à chaque fois qu'on travaille, mais pas uniquement d'ailleurs dans la science, c'est que je ne sais qu'une seule, c'est que je ne sais rien, et plus j'en sais, plus je me rends compte de l'étendue de mon ignorance. Donc ça, c'est très symptomatique finalement de ce que le scientifique a dans la tête. Et donc, ça le met assez mal à l'aise quand on lui demande de parler de ses émotions et de son ressenti, en tout cas en tant que scientifique, et donc de participer forcément à un débat art et sciences. D'ailleurs, j'étais très intéressé de remarquer que donc, dans la première intervention donc, de Michette, Hellette et Gaillan, pour ouvrir le colloque, le mot émotion est revenu très souvent, et le mot ressenti aussi. Vous voyez, donc il y a bien quelque part deux domaines qui sont un peu en conflit par rapport à leurs habitudes et leur façon de procéder. Un exemple pour alimenter ma théorie, mais il faudrait approfondir cette question-là, je m'en excuse, c'est juste une idée un peu en l'air. En quoi ressemble le style littéraire scientifique ? Je ne sais pas si ceux qui ne sont pas dans le domaine scientifique connaissent ça. C'est une prose très particulière qui se veut bien sûr concis, bien sûr précise et impersonnelle. Donc on utilise beaucoup, à l'envi, la voix impersonnelle pour décrire ce qu'on fait. Alors je vais prendre deux exemples. Ça, c'est une publication de 1994 qui a été citée plus de 3000 fois. Ça vous évoque peut-être rien, mais c'est un chiffre énorme, d'accord, 3000 fois. Et les auteurs ont d'ailleurs eu le prix Nobel pour la découverte des LED. Donc c'est l'article qui explique la première LED bleue, d'accord, pendant la découverte de la LED bleue, la première LED bleue.
Et alors, je vais vous traduire rapidement. Dans l'introduction, ils disent, bon, ben, jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu d'études sur le dopage